Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous propose un exercice photo pour étendre la plage dynamique sur vos images, pour faire face au contre-jour et aux forts écarts de contraste, notamment sur vos photos de paysage. Écarts de contraste qui vous empêchent d'obtenir autant de détails dans les zones claires et dans les zones sombres, alors que vous les avez vus et bien vus quand vous avez fait vos photos. Bref, nous allons voir comment obtenir un rendu plus proche de ce que vous avez cru percevoir à la prise de vue. Aujourd'hui, je vous propose comme exercice photo de réaliser votre première prise de vue HDR, HDR pour High Dynamic Range. Parmi les sujets d'exercice photo que vous m'avez le plus suggéré lors du sondage des 25 000 abonnés de la chaîne, les paysages et les couchers de soleil figuraient en bonne place. Alors que l'on voyage au bout du monde ou que l'on randonne sur les sentiers de sa région, on a la chance de contempler de beaux paysages avec de belles lumières au coucher et au lever du soleil. Mais ces lumières sont aussi parfois très dures. Alors j'entends par dur le fait que les ombres soient dures, c'est-à-dire que l'écart entre l'ombre et la lumière est très marqué et très prononcé, et aussi le fait que la lumière est difficile à photographier car l'écart entre les zones sombres et les zones claires est trop important pour que le capteur de votre appareil photo numérique puisse tout enregistrer. Alors en temps normal, je vous dis souvent que face à ce genre de situation, il faut faire un choix. Exposer pour les zones sombres et sacrifier les détails dans les zones claires, ou au contraire, exposer pour les zones claires et sacrifier les détails dans les zones sombres. Mais là, avec l'HDR, on va essayer de tout avoir. Alors oui, il n'y a pas que l'HDR pour ça. Si le paysage s'y prête, on peut aussi envisager d'utiliser un filtre dégradé pour assombrir le ciel et resserrer ainsi l'écart de luminosité entre le ciel très clair et le sol plus sombre. Je vous montrerai ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo. On peut aussi se contenter d'une image avec une plage dynamique réduite ou faire un mélange de plusieurs photos manuellement dans Photoshop en jouant sur les calques et les masques. C'est ce qu'on appelle le blending. Là encore, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. À vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais ici, aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser plusieurs images avec plusieurs expositions différentes et comment les assembler pour n'en faire qu'une qui préserve les parties les mieux exposées de chaque image. Ici, j'utiliserai Lightroom et Photoshop, mais il y a bien d'autres logiciels qui font la même chose. Peu importe d'ailleurs le logiciel, dès lors que la prise de vue est adaptée, vous avez une matière première qui est exploitable et vous pourrez utiliser en post-production le logiciel qui vous plaira. Alors je vous rappelle comme d'habitude les règles pour participer à cet exercice. En 1, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent jouer avec nous. En 2, postez votre photo dans le groupe Facebook sous l'annonce épinglée en haut du groupe. Et en 3, légendez votre photo, comme indiqué dans l'annonce dans le groupe Facebook. Attention, postez bien une photo et une seule avec sa légende, pas plus, mais vous pouvez aussi ajouter une photo du making-of ou de vous pendant la prise de vue. Comme d'habitude, je tâcherai d'apporter un commentaire sur chaque image correctement postée dans le groupe Facebook et les contributions seront publiées dans la vidéo de restitution, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. L'abonnement, c'est par là. La première chose à prendre en considération pour comprendre l'utilité de l'HDR, c'est que votre œil et le capteur de votre appareil photo n'ont pas tout à fait la même capacité à percevoir les détails dans les zones claires et dans les zones sombres d'une même scène. D'une part parce que votre œil est plus performant que le capteur, et ensuite car vous avez deux yeux et un cerveau. Ça permet à votre œil de se concentrer successivement sur une zone claire, puis sur une zone sombre en s'adaptant instantanément. Puis à votre cerveau de mélanger les deux images, pour vous donner la sensation que vous voyez en même temps aussi bien dans les zones sombres que dans les zones claires. Finalement, c'est un peu ce qu'on va tenter de reproduire avec l'HDR. L'appareil photo va remplacer votre œil pour photographier une zone claire, puis une zone sombre. Et ensuite, l'ordinateur, avec son logiciel de traitement d'image, va remplacer votre cerveau pour mélanger les deux images. Concernant le matériel photo, vous devrez prévoir votre boîtier et votre objectif préféré pour le paysage. Ici, j'ai choisi de faire simple en utilisant un petit appareil photo hybride Canon, le M50, avec l'objectif de base, donc le 15-45 mm, qui ouvre à f3.5, 5.6, rien d'extraordinaire. On peut faire des images en HDR avec ce genre de choses. Alors, autant le boîtier a peu d'importance du moment que vous pouvez débrayer les réglages d'exposition ou de mise au point manuellement, mais par contre, il faudra impérativement un trépied et éventuellement une petite télécommande. On va parler maintenant des réglages à utiliser pour la photo HDR. Si vous débutez ou si vous n'avez pas encore les notions de base sur les réglages de votre appareil photo, notamment sur la mise au point, je vous invite à suivre la série de vidéos sur les principaux réglages en photographie qui se trouve sur mon site internet. Je vous ai ajouté un lien par ici dans la petite bulle d'info qui est là donc, et dans la description de la vidéo.
Pour que le logiciel de traitement d'image puisse faire une fusion HDR sans trop de difficultés, il faut faire en sorte que les images soient toutes identiques. L'exposition va être différente, mais les images, elles, doivent être identiques. Si les images sont trop différentes, le logiciel ne parviendra pas, il va avoir des difficultés à les superposer correctement, et ça pourra donner des sortes d'effets fantômes. On va donc s'efforcer de réaliser des images qui soient presque identiques au pixel près. Seule l'exposition doit varier. Ce qui veut dire que pour chacune des images, on va éviter les flous de bouger en immobilisant l'appareil photo sur trépied. On va limiter les flous de mouvement en choisissant un sujet relativement immobile. Alors attention au vent qui fait bouger les branches, même si les logiciels récents sont parfois capables de rectifier ces petits défauts, comme les branches qui bougent, autant faire en sorte d'éviter de prendre des photos quand il y a trop d'éléments qui sont mobiles sur votre image. On va également éviter de faire varier la profondeur de champ en gardant la même ouverture de diaphragme. Et enfin, on va garder la même mise au point. Finalement, le seul paramètre qui va changer, c'est la vitesse d'obturation. On va réaliser une photo avec une exposition moyenne, première image, puis une image sous-exposée, puis une image surexposée. L'image sous-exposée servira à récupérer les détails dans les zones claires, et l'image surexposée servira à récupérer les détails dans les zones sombres. Pour être sûr de ne rien oublier, on va suivre ma méthode SPP-CMM que vous retrouvez dans mes formations et dans mes livres de cours, de photo, donc SPP-CMM pour sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière et mise au point. La sensibilité ISO tout d'abord. Alors la sensibilité ISO, elle doit être adaptée à l'ambiance lumineuse du sujet, mais comme vous êtes sur trépied, vous pouvez vous permettre de rester sur des sensibilités ISO relativement basses telles que 100 ou 200 ISO. Ça pose pas de souci. Pour ce qui est du positionnement, alors on a vu qu'on devait immobiliser l'appareil photo sur trépied, donc on va se positionner sur trépied. Vous allez également débrayer l'autofocus pour éviter qu'il ne change la mise au point entre deux images, donc on passe en mise au point manuelle. Préférez aussi les fichiers RAW plutôt que les fichiers JPEG, et ils vous donnent plus de matière première pour le post-traitement. Donc les fichiers JPEG étant déjà compressés, on va plutôt privilégier le fichier RAW. Vous allez aussi pouvoir faire varier l'exposition entre vos différentes images, soit en utilisant la correction d'exposition, soit en utilisant le programme d'exposition manuel et en modifiant la vitesse d'obturation entre chaque image. Mais ce que je vous recommande, c'est plutôt d'utiliser la fonction bracketing qui est présente sur la plupart des appareils photo réflexe, hybride ou bridge. Pour savoir où elle se trouve, en général, il faut rentrer dans les menus. Je vous renvoie au manuel de votre appareil photo, puisque la plupart des appareils photo le font. Cherchez la fonction bracketing pour pouvoir la trouver. Le bracketing, ça consiste à enchaîner une première image avec une première exposition de base, puis une image sous-exposée et une image surexposée. Vous allez ainsi pouvoir enchaîner 3 photos sans avoir à toucher au réglage. Alors certains appareils permettent d'enchaîner non seulement 3 photos, mais même 5 ou 7. Mais pour commencer, aujourd'hui, contentez-vous de 3 photos. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un cours d'initiation à l'HDR. On fait les bases et on évoluera par la suite. Donc choisissez un écart de plus ou moins 2 stops, 2 valeurs. Pas des tiers de valeurs, mais bien des valeurs entières. Alors par expérience, ça fonctionne plutôt bien, le fait de mettre 2 valeurs, tout en permettant de couvrir un écart de contraste assez important. On va se contenter de ça aujourd'hui. Je vous montrerai comment ajuster plus précisément les écarts de valeur, de stop et le nombre d'images dans une prochaine vidéo. Dernier point, utilisez le retardateur. Le fait d'utiliser le retardateur pour déclencher, c'est intéressant parce qu'avec le retardateur, l'appareil va enchaîner les 3 images du bracketing sans que vous n'ayez à appuyer sur le déclencheur. Si je n'ai pas le déclencheur, je vais devoir appuyer 3 fois pour faire une image, puis une deuxième, puis une troisième. Alors qu'avec le retardateur, le fait d'utiliser le retardateur, pendant 2 secondes, je vais devoir attendre, et ensuite l'appareil photo enchaîne les 1, 2 et la troisième photo, sans que j'ai besoin de rappuyer sur le déclencheur. Du coup, ça évite de risquer de faire bouger l'appareil photo à chaque manip en appuyant sur le déclencheur. Concernant le programme d'exposition, pour commencer, utilisez le programme priorité ouverture. Ça permet de bloquer la valeur d'ouverture de diaphragme pour que la profondeur de champ reste inchangée. L'appareil va faire son bracketing en modifiant la vitesse d'obturation, mais il ne touchera pas au diaph, donc pas de souci de profondeur de champ qui va varier d'une image à l'autre. Pour le cadrage, faites-vous plaisir, c'est l'occasion de cadrer des scènes qui présentent de forts écarts de contraste. Attention quand même, si vous cadrez une grosse ombre et le soleil sur une même scène, vos 3 photos risquent de ne pas suffire. Alors je vous l'ai dit, on verra comment apprendre à doser tout ça plus tard.
Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la technique de base. Si vous êtes un peu avancé, gardez-en un petit peu sous le pied, on verra ça dans une prochaine vidéo. Attention aussi à autre chose, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, on ne déplace pas son appareil photo et on ne touche pas à son cadrage, ni au zoom, entre les photos issues d'un même bracketing, puisque les photos doivent être identiques. Alors vous faites autant de séries de 3 photos que vous voulez, mais dans chaque série de 3 photos, d'une image à l'autre, seule la vitesse d'obturation doit varier, et rien d'autre. Vous ne devez surtout pas bouger l'appareil photo, le déplacer, sinon vos images ne seront pas identiques et vous aurez du mal, en tout cas le logiciel aura du mal à les superposer. Pour la mesure de lumière, une mesure globale convient plutôt bien pour la première image, pour les autres aussi d'ailleurs. Elle sera bien sûr imparfaite, parce qu'elle n'aura pas assez de détails dans les zones sombres et dans les zones claires, mais les infos manquantes seront complétées par les 2 autres images issues du même bracketing. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire simple au niveau de la mesure de lumière, même si ce n'est pas forcément complètement parfait dès le départ, même si vous ne prenez pas parti, c'est les 2 autres images de l'HDR qui vont pouvoir vous permettre d'homogénéiser l'ensemble de votre image et d'avoir une image qui va être beaucoup plus étendue au niveau de la plage dynamique. Pour la mise au point, l'autofocus étant débrayé, vous devez faire la mise au point manuellement. Je vous joins un lien vers la série de vidéos sur les bases de la photo sur mon site où je vous montre comment faire la mise au point micrométrique avec la visée par l'écran. Donc c'est le petit lien que je vous ai mis dans la petite bulle tout à l'heure que vous retrouvez également en description. Sinon, vous pouvez faire la mise au point en autofocus, puis enlever l'autofocus pour bloquer la mise au point avant de faire votre série de photos. Maintenant que les photos sont faites, on passe à la post-production sur l'ordinateur. Dans Lightroom, vous allez importer vos images, puis vous allez les sélectionner. Vous allez aller dans le module Bibliothèque, puis dans l'onglet Photos, choisissez Fusion de photos, puis HDR, et l'ordinateur, donc le logiciel, va vous fusionner les 3 images. Si vous voulez utiliser Photoshop, là encore, à partir de Lightroom, vous sélectionnez vos images, puis dans le module Bibliothèque, vous allez dans Photos, Modifier dans, puis Fusion HDR Pro dans Photoshop. On s'en tient à ça pour le post-traitement aujourd'hui, car je veux surtout que vous puissiez vous appliquer sur la prise de vue. Si le sujet de l'HDR vous motive, dites-le moi en commentaire, je vous proposerai d'autres sujets sur le traitement HDR, parce qu'on peut faire des choses très intéressantes en allant plus loin et en faisant simple surtout. Notamment pour garder un résultat naturel, et ça je vous apprendrai à le faire. Voilà, à vous maintenant de réaliser votre première photo HDR, partagez cette vidéo avec vos amis et postez une photo et une seule dans le groupe Facebook. Éventuellement, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez ajouter une photo du making-of. Postez-la bien sous l'annonce de cette vidéo, donc qui est dans le haut du groupe Facebook, pour que je puisse l'intégrer dans la vidéo de restitution. Alors s'il vous plaît, faites attention, pas de photos d'archives ni de photos prises l'année dernière. Le but de l'exercice, c'est de réaliser une prise de vue pour progresser et pas de poster une ancienne photo pour montrer ce qu'on a fait lors de ces dernières vacances. À vous de jouer, pensez à bien partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger dans le groupe Facebook.